Dans les années 1960 et 1970, l'avenir du transport fluvial semblait assuré. Des navires élégants, dotés d'ailes, fendaient les ports à des vitesses qui rendaient les ferries classiques préhistoriques. Les passagers prenaient place dans des cabines confortables, tandis que la coque s'élevait entièrement hors de l'eau, portée par des ailes sous-marines appelées hydroptères. On aurait dit de la science-fiction. On avait le sentiment du progrès. Et puis, presque aussi discrètement qu'ils étaient apparus, ils ont disparu. La question n'est pas simplement de savoir pourquoi ils ont disparu. La véritable question est de savoir pourquoi une technologie aussi brillante n'est pas devenue le mode de transport fluvial dominant. La réponse fait intervenir la physique, l'économie et quelques dures réalités sur le prix à payer pour défier la nature. Pour comprendre l'essor et le déclin de l'hydroptère, il faut d'abord comprendre ce qui rend le déplacement dans l'eau si fondamentalement difficile. L'eau est environ 800 fois plus dense que l'air. Lorsqu'une coque classique avance, elle repousse l'eau et crée des vagues. Ces vagues représentent une perte d'énergie et la résistance augmente considérablement avec la vitesse. C'est pourquoi un ferry traditionnel navigue confortablement entre 12 et 15 nœuds, mais aurait besoin d'une puissance supplémentaire quasi impossible à atteindre pour atteindre 30 nœuds. Les ingénieurs qui ont développé les hydroptères avaient compris ce problème, et leur solution était ingénieuse. Ils ont conçu des ailes sous-marines qui généraient de la portance à mesure que le navire accélérait, soulevant ainsi la coque hors de l'eau. Désormais, le bateau ne luttait plus contre la surface, il volait au-dessus. La traînée diminuait drastiquement, la vitesse s'envolait. Le principe physique est presque identique à celui d'une aile d'avion. Lorsque le navire dépasse un certain seuil d'accélération, la portance soulève la coque au-dessus de la ligne de flottaison et la résistance des vagues disparaît presque entièrement. C'est pourquoi les hydroptères pouvaient atteindre 45 à 60 nœuds tout en consommant beaucoup moins de carburant par passager 1000 qu'une coque conventionnelle à vitesse équivalente. Sur le papier, c'était l'un des modes de transport maritime les plus efficaces jamais conçus. L'Union soviétique a saisi ce potentiel plus tôt et avec plus d'audace que presque tous les autres pays. À partir des années 1950, les ingénieurs soviétiques ont conçu le Raketa, le Météore et le Kometa, une famille d'hydroptères qui ont révolutionné le transport fluvial et côtier en URSS. À leur apogée, des centaines de ces embarcations sillonnaient la mer Baltique jusqu'au Pacifique, réduisant de plus de moitié les temps de trajet sur les principales routes maritimes. Pour un État qui contrôlait les prix du carburant et accordait une grande importance à l'image que renvoie le progrès technologique, le rapport économique était idéal. L'Occident a réagi en lançant ses propres programmes. L'Italie, la Suisse, Hong Kong et les États-Unis ont tous inauguré des services commerciaux d'hydroptères. Boeing a exploré des applications civiles parallèlement à ses projets militaires d'hydroptères de pointe. Pendant un court laps de temps, cette technologie a semblé véritablement irrésistible. Puis la réalité a rattrapé le pays de plein fouet. Le premier problème, et le plus persistant, était le coût. La construction d'un hydroptère est extrêmement onéreuse. Le système d'hydroptère exige une ingénierie de précision et l'utilisation de matériaux spécifiques. Les mâts doivent être suffisamment robustes pour supporter le poids total du navire, tout en étant suffisamment fins pour minimiser la traînée. Tout cela exige des tolérances de fabrication très strictes et des alliages de haute qualité. Une complexité plus proche de celle d'un avion que d'un ferry. Le coût d'investissement par siège était nettement supérieur à celui d'un navire conventionnel, et cet écart devait être compensé par des tarifs plus élevés ou une augmentation du nombre de passagers, souvent les deux. La maintenance aggravait la situation. Ces ailes sous-marines fonctionnent dans l'un des environnements les plus corrosifs au monde. L'eau salée attaque le métal en permanence. La prolifération d'organismes marins dégrade les performances des foils entre les passages en cale sèche. Tout dommage structurel nécessite l'intervention de spécialistes maîtrisant la géométrie spécifique de chaque foil, une expertise rare et coûteuse durant les premières décennies d'exploitation commerciale. Les navires passaient beaucoup plus de temps hors service que prévu par les opérateurs, et une immobilisation imprévue d'un actif aussi coûteux est financièrement catastrophique. La mer elle-même constituait le troisième problème. Les hydroptères fonctionnent à merveille en eau calme ou relativement calme. Lorsque les vagues dépassent une certaine hauteur, les foils émergent par intermittence, la portance devient imprévisible et la navigation devient véritablement inconfortable. À ce stade, la seule option sûre est de ralentir et de naviguer en mode déplacement, coque à l'envers, à vitesse conventionnelle.
Un service misant sur la vitesse et le confort se retrouve soudainement sans aucun des deux. Sur les lignes où les conditions météorologiques sont variables et la fiabilité primordiale, cela représentait un sérieux handicap commercial. L'embargo pétrolier de 1973 a ensuite porté un coup dur, dont de nombreux services ne se sont jamais remis. Un hydroptère consomme moins de carburant qu'une coque conventionnelle à vitesse égale, mais comme il navigue à des vitesses bien supérieures, sa consommation horaire absolue est nettement plus importante. Lorsque les prix du carburant ont doublé, puis doublé à nouveau, la rentabilité du transport maritime à grande vitesse s'est fortement dégradée. Des lignes auparavant peu rentables ont été considérablement affectées. L'activité est devenue clairement non rentable. Les services ont été réduits, les navires mis hors service et les nouvelles commandes suspendues. Il y a une ironie structurelle dans cette situation. L'intérêt principal de l'hydroptère reposait sur sa vitesse. La vitesse justifiait les tarifs plus élevés nécessaires pour couvrir les coûts accrus. Or, la vitesse requiert de la puissance, et la puissance requiert du carburant. Plus le carburant coûte cher, plus le surcoût lié à la vitesse devient onéreux. En eau calme, avec un carburant bon marché, l'hydroptère était un produit attractif. En eau agitée, avec un carburant cher, il représentait un problème financier, malgré une vue imprenable. Le catamaran perce-vague est alors apparu comme une alternative commerciale, difficilement contestable, par les opérateurs. Construit principalement en Australie par des entreprises comme Incat et Austal, à partir des années 1980, ces navires à double coque atteignaient 35 à 40 nœuds, légèrement moins vite qu'un hydroptère à foil, mais suffisamment près. Plus important encore, ils pouvaient transporter des véhicules. Un hydroptère ne transporte que des passagers. La géométrie de ces foils et les contraintes de poids rendent le chargement de voitures ou de camions pratiquement impossible. Sur les grands axes où les recettes liées aux véhicules sont importantes, le catamaran offrait une solution plus complète. Moins cher à construire, plus facile à entretenir, capable de transporter passagers et marchandises à une vitesse compétitive, il a conquis le marché que l'hydroptère tentait de séduire. Aujourd'hui, le service commercial d'hydroptère subsiste dans des zones géographiques spécifiques où les conditions restent favorables à cette technologie. Les navires Météor et Cometa naviguent encore sur certains fleuves russes, en nombre considérablement réduit. Des hydroptères relient plusieurs îles grecques par des voies abritées trop courtes pour être empruntées par avion. Quelques liaisons persistent aux Canaries et sur les lignes reliant Hong Kong et Macao via le delta de la rivière des Perles. Dans ces régions, la mer calme, les courtes distances et la volonté des passagers de payer pour la vitesse créent des conditions proches des hypothèses initiales favorables. L'histoire de l'hydroptère est en fin de compte celle du décalage entre les performances techniques et la réalité opérationnelle. En mer calme, avec un coût du carburant stable et un entretien maîtrisé, c'est une machine remarquable. Mais la réalité est tout autre. La mer se déchaîne. Le prix du carburant flambe. La coque se corrode. Les passagers souhaitent embarquer leur véhicule. Les technologies concurrentes progressent. Chacun de ces facteurs, gérables individuellement, s'assemble pour former un argumentaire commercial que la plupart des opérateurs ne pourraient justifier face à des alternatives moins chères, plus simples et plus flexibles. Le succès ou l'échec des technologies ne repose pas uniquement sur leurs performances techniques. Il dépend de l'adéquation de ces performances aux conditions pratiques et économiques des marchés qu'elles desservent. L'hydroptère n'a jamais été un échec scientifique. Il s'agissait d'une inadéquation entre une capacité extraordinaire et le monde complexe et changeant dans lequel cette capacité devait être rentable. Si ce type d'exploration approfondie du génie des transports et des technologies de pointe vous intéresse, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et restez avec nous, il y a toujours une autre machine extraordinaire à découvrir.